L'Instant Mag de Magali Barthès. Évidemment, ça vous dit quelque chose. Il a débuté son propos avec le générique du film Les Chariots de Feu, l'un des plus beaux films de sport. Gérard Holtz, qui a longtemps présenté l'émission Stade 2 et sillonné la planète sport, jamais à court d'enthousiasme quant aux performances de nos sportifs tricolores, n'a pas changé. Alors que les Jeux Olympiques approchent à grands pas, il a répondu dernièrement à l'invitation de la CCI ex-Marseille-Provence pour une conférence sur les petites et grandes anecdotes qui ont fait les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et si elles ont tant marqué Gérard Holtz jusqu'à lui faire choisir le journalisme sportif, c'est aussi parce que le sport offre tant d'émotions à partager. Cette histoire date donc de 1924 à Colombes, où il y a l'opposition entre Abrams et Liddell. Abrams, c'est le juif qui a subi de l'antisémitisme chez lui, qui est un des meilleurs coureurs de la planète à l'époque. Et puis on l'a opposé à Eric Liddell, qui lui est protestant, d'une famille protestante, ultra religieuse, et ne veut pas courir le dimanche. Il dit le dimanche est le jour du Seigneur. La finale du 100 mètres, c'est le dimanche. Et donc alors qu'on attendait le grand match entre les deux, il y en a un qui déclare forfait. Abrams, le juif, lui va gagner, il est médaille d'or. Et il trouve un moyen pour faire courir Liddell quand même, il lui propose le 400 mètres. Il n'a jamais couru le 400 mètres. Donc il va faire le tour de la piste pour prendre ses repères en le posant dans sa tête 4 fois 100 mètres. Et Liddell va aussi gagner. Et là n'est pas la seule anecdote ayant marqué ces Jeux de Paris 1924. 3 dizaines de femmes qui vont commencer à faire de la natation, qui vont commencer à faire de l'athlétisme. Et ensuite arrivera la gymnastique aussi. On a subi la pensée de Coubertin. Les femmes, vous avez subi pendant très très longtemps cette pensée misogyne. Je ne parle pas non plus de l'aspect colonialiste de Coubertin, de l'aspect raciste, disant il n'est pas question, il est question que les aristocrates et que les blancs montrent aux peuples indigènes comment il faut faire dans la vie et les performances qu'ils sont capables de faire, etc. C'est terrible, c'est terrible. Ça c'est le côté, on va dire, c'est le revers de la médaille d'un type visionnaire comme l'était Coubertin. N'éludons pas la belle idée de cet homme bien né qui, prenant exemple sur ce qu'il avait observé lors de ses études en Angleterre, lança l'idée de rassembler tous les 4 ans dans une même ville des sportifs du monde entier afin de promouvoir la fraternité par le biais du sport. Il va lancer son idée à la Sorbonne, à Paris, au cours d'une réunion de plusieurs clubs de sport. Nous sommes là en 1892 et il va réussir à créer le premier comité olympique international, le CIO, en 1894 et les premiers Jeux. Coubertin a écrit « Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est l'adulte mâle individuel. Les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. » Si le baron Pierre de Coubertin aurait pu avoir la médaille d'or de la misogynie, il n'est évidemment pas le seul dans l'histoire du sport puisque depuis l'Antiquité, les femmes étaient exclues des compétitions sportives. Et à Olympie, ces dames n'avaient pas non plus accès aux tribunes. Alors si aujourd'hui les médias accordent heureusement de l'importance aux exploits des sportifs de haut niveau, il était important pour Gérard Holtz d'honorer celles qui ont ouvert la voie. Écoutez ces quelques portraits évoqués par un Gérard Holtz admiratif. Jeanne Geneviève Laborde. Nous sommes en 1797. Son amoureux est l'inventeur français du parachute, André Jacques Garnerin. Lui, il a une obsession, c'est de reprendre l'invention de Léonard de Vinci sur le parachute. Le problème avec Léonard, c'est qu'il n'a rien essayé. Il a juste dessiné les trucs. Garnerin lui dit, moi je vais essayer. Il est dans son atelier, il est en train de coudre un parachute. Et en 1797, il a d'abord sauté d'un petit immeuble, il a fait sauter un chien. Après lui, il a sauté. Il s'est blessé, 1 fois, 2 fois, et la 3e fois, il est sain et sauf, il réussit, comme moi. Il est amoureux de Jeanne Geneviève Labrosse. 2 ans après, il lui dit, chérie, maintenant mon truc, il marche, hein, tu peux avoir confiance, tu vas être la première femme dans l'histoire de l'humanité à sauter en parachute. On se retrouve le 12 octobre 1799. Vous vous rendez compte? Les frères Montgolfier venaient de mettre, avec Pilâtre de Rosiers, ils venaient de mettre ça au point. Ils vont accrocher le parachute à une montgolfière.
Elle va monter dans une sorte de petite nacelle et elle va se mettre sous la montgolfière. Et elle va se retrouver à 900 mètres au-dessus de Paris. La deuxième porte un nom absolument prédestiné. Marie Paradis, 14 juillet 1808, au pied du Mont Blanc donc. Elle est serveuse dans une auberge. Elle n'est pas à la montagne, elle n'a aucune expérience, elle n'a pas de matériel, elle n'a rien du tout. Dans son auberge vient dîner Jacques Balmat avec Gabriel Paccard. C'est les deux qui ont réussi les premiers à grimper le Mont Blanc. Hein. Et Jacques Balmat, qui est devenu guide, vient manger dans l'auberge de Marie Paradis. Puis il lui dit, Marie, ça marche pas ton auberge, je suis tout seul, on ne peut pas continuer comme ça, il faut un coup de pub, il faut qu'on parle de toi. Et la meilleure façon de parler de toi, c'est que tu viennes avec moi, maintenant je connais le chemin pour aller gravir le Mont Blanc. Ils font la fête, et un soir, Marie dit, allez, je t'accompagne, on y va, sur le Mont Blanc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui nous raconte tous les détails de cette expédition-là, Alexandre Dumas, parce qu'il était monté jusqu'à la mer de glace, à Chamonix, pour voir la mer de glace, et en redescendant, un hasard incroyable, il s'est arrêté dans l'auberge de Marie Paradis, et il l'a fait parler. Et ça a été un enfer absolu. Elle était en robe, elle n'avait même pas de crampons, elle était en godillot. Un enfer, ils l'ont tirée en robe. Elle commence à vomir, elle va tomber, elle va glisser. À un moment, elle dit, mais jetez-moi dans une crevasse, moi j'en peux plus. Balmat est là avec son fils, il a emmené son fils, il a emmené aussi 4 guides, ils sont 6. Ils vont la faire dormir dans la neige. Le lendemain, ils repartent. Ça va durer 2 jours l'histoire. Elle est complètement épuisée. C'est plus possible. Alors ils l'ont tirée, ils l'ont poussée, ils l'ont portée. Et le 14 juillet, elle a réussi à aller au sommet. Elle a réussi. Elle redescend. C'est que 30 ans après, une jeune femme qui est le contraire de Marie Paradis, elle s'appelle Henriette d'Angeville. Elle s'est offert une 30aine de guides. Elle réussit le sommet. Et comme c'est une petite coquine, quand elle est au sommet, elle demande à son guide, s'il te plaît, tu peux me porter, je veux monter sur tes épaules. Je veux être la femme la plus haute du monde. Mais elle a quand même un très joli geste. Elle organise un banquet quand elle redescend. Elle lève son verre, elle dit, écoutez, c'est très gentil, vous m'avez nommée la fiancée du Mont Blanc. Mais en fait, la vraie, elle est là-bas au bout de la table. Je l'ai invitée exprès. Gérard Rolls, bonjour. Bonjour. Il est important de rappeler que les Jeux ont marqué l'histoire. Certaines images sont connues du plus grand nombre. Jesse Owens défiant Hitler, d'autres moins, comme l'année où les femmes ont intégré pour la première fois la compétition. Je pense qu'on s'en souvient pas assez que pendant très longtemps, les femmes ont été exclues du domaine du sport. Aujourd'hui, ça paraît relativement naturel parce qu'il y a des retransmissions à la télévision, parce que par bonheur, il y a plein de gens dans les stades qui vont aussi voir des femmes pratiquant à tous les niveaux. Mais pendant des siècles, les femmes n'ont pas pu pratiquer. Il y avait de la misogynie, il y avait du machisme, il y avait des règlements, il y avait les mœurs qui étaient vraiment rétrogrades. Et donc, c'est important de temps en temps de le rappeler et de se souvenir que ça a été un combat, que c'est toujours pas, par exemple pour les salaires, les primes, c'est toujours pas encore satisfaisant, que le combat a commencé et que le combat continue. Vous avez été d'ailleurs l'un des grands artisans de la promotion du sport féminin à France Télévisions. Oui, c'est vrai. À chaque fois que j'ai pu de m'entourer de femmes dans mon travail et ensuite de montrer du sport féminin à la télévision. Oui, pour moi, c'est une chose naturelle. Donc, c'est même pas un problème de militantisme. Pour moi, c'est naturel. Il faut saluer Marie-Christelle Maury sur France Télévisions. Il a fallu longtemps pour que les médias, mais aussi le grand public, puissent faire une place au sport féminin et au sport paralympique. Désormais, nous y sommes, mais c'est aux sponsors d'être loyal, puisque les athlètes paralympiques ont encore du mal à se financer. Malheureusement, une grande partie des compétitions sportives sont dépendantes des sponsors. Les premiers Jeux Olympiques ont eu beaucoup de mal à être organisés en 1896 parce que l'État grec n'avait pas assez de sous, que le Comité olympique international n'avait pas assez de sous non plus. Il a fallu attendre qu'un banquier grec donne des sous en plus. C'est typique de l'image un peu du sport. Encore aujourd'hui, il y a plein de manifestations qui ont du mal à se tenir, qui sont limite, ou même qui disparaissent parce que les sponsors ne veulent pas s'y intéresser. Évidemment, le sponsor veut de l'audience. Quand il faut aider au début de retransmission, les gens voient tout de suite leur intérêt et ne voient pas, par exemple, le développement futur. Donc ça, c'est encore des choses à travailler. Ouais. La considération pour le sport de haut niveau est plutôt à mettre au crédit des anglophones, enfin je parle du sport paralympique. La preuve en est avec l'idée d'organiser les premiers Jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés.
1948, exactement, ça s'est passé juste après la guerre. Et là encore, les anglo-saxons nous ont montré la voie. Ils nous ont montré la voie déjà pour le vote des femmes. Bon, mais pour le sport, c'est un peu la même chose. Pour eux, tout en ayant aussi une partie misogyne. Il y a des clubs, par exemple, là, qui ont mis du temps à accepter les femmes. Donc c'est vrai pour le golf en particulier ou pour le tennis. Mais dans d'autres, ils étaient très en avance pour l'éducation, dans les lycées, dans les collèges. Et ensuite, là, pour le sport handicapé, c'est un Anglais, un médecin anglais qui a eu l'idée, de faire participer des blessés de la guerre dans les chaises. Ça a commencé très doucement et puis ensuite il a fallu attendre 1960 pour avoir les premiers Jeux paralympiques à Rome. C'est vrai qu'à Saint-Andrews, on ne tolère pas encore les femmes malheureusement. Vous avez couvert de nombreux Jeux olympiques avec quelques anecdotes marquantes et certaines assez cocasses. Vous en faisiez part dans la conférence. J'ai vécu par bonheur des Jeux d'hiver et des Jeux d'été très différents, avec des ambiances complètement différentes. Selon les Jeux, avec un sommet à Lillehammer de bravoure et de respect de tout le monde. Ils applaudissaient, les Norvégiens applaudissaient tout le monde, c'était génial à vivre. Des grands bonheurs de partager avec des grands champions. Et pour la première fois, les femmes seront à jamais autant mises à l'honneur lors des Jeux 2024. Je dis 2024, parce qu'on ne dit pas Marseille-Paris 2024. D'accord. Alors oui, les Jeux 2024 vont marquer l'histoire. D'abord parce que c'est donc la 3e fois où la France organise des Jeux, 1924. 2024. Et puis ensuite, surtout parce qu'il y aura la parité absolue. Sur les 10 500 participants, il y aura la moitié des femmes, la moitié des hommes. Je pense que la moustache de M. Coubertin va friser encore un peu plus et qu'il va sans doute se retourner dans sa tombe. Eh bien, merci beaucoup pour ces bons mots. Et alors, je ne sais pas, est-ce que c'est trop abusé de vous faire dire allez l'OM ? Non, très facilement parce que j'aime beaucoup l'OM. Donc vive le sport et allez l'OM. Vive le sport, bien entendu.